Euh, Juste avant de commencer, quand même un commentaire, enfin moi tel que je le ressens sur l'exposé d'avant. En fait, il y a un focus extrêmement fort sur le méthane, alors qu'on pourrait se dire la demi-vie est faible et donc si les émissions de méthane sont constantes, la concentration de méthane ne va pas augmenter et donc voilà. Et en fait, j'ai compris relativement récemment pourquoi il y avait une telle pression sur le méthane. C'est parce que, en fait, le potentiel du méthane, c'est qu'il disparaisse relativement vite, à condition de ne plus en produire. Et c'est quasiment le seul levier à court terme qu'on a, parce que le CO2, lui, même si on en produit moins, il va continuer à s'accumuler, et le pouvoir réchauffant, lui, il va aller dans le mauvais sens. Et le méthane, au moins sur les 10 à 20 prochaines années, peut aider à aller dans un sens inverse. Et ce qui veut dire que, malheureusement, du coup, pour nous, pour l'élevage, la pression sur le méthane va être très forte. On m'a demandé un petit peu de parler de système d'élevage, mais je ne vais pas du tout vous parler alimentation ni additifs, parce que c'est vraiment pas mon domaine. Je vais parler un petit peu du reste en lien avec la génétique. Quand on parle réduction des émissions de méthane, on peut on peut imaginer plusieurs approches. Alors, je ne mentionnerai pas la baisse des effectifs, très marquée. Moi, quand j'étais étudiant, c'est-à-dire il y a un petit temps, mais il y avait 10 millions de bovins reproducteurs. Il y en a à peu près 7 millions en ce moment. Donc, inévitablement, le méthane, lui, il a diminué, même si le niveau de production individuelle a augmenté. Mais ça va continuer, mais on ne va pas dire que c'est comme ça. Enfin, on ne va pas laisser forcément les choses sans rien faire autrement que ça. Si on veut être un peu plus proactif, on peut envisager deux façons. Une première, c'est ce qu'on appelle les approches indirectes, c'est-à-dire diminuer les émissions qui sont inutiles, faire de la chasse au gaspillage. Et la deuxième solution, c'est la réduction directe du méthane par animal productif et par jour. Toutes choses égales par ailleurs. Alors je vais aborder ces deux points. L'approche indirecte, eh bien, vous pouvez par exemple augmenter la longévité des animaux. Si vous faites ça, vous pouvez assez facilement ramener le renouvellement à 25% par exemple en cheptel laitier. Ça induirait simplement par le fait que vous diminuez le cheptel de renouvellement, vous gagnez vous pouvez gagner de l'ordre de 10% du méthane. Alors pour diminuer le renouvellement, améliorer la longévité, vous avez toutes les méthodes possibles de système d'élevage et de génétique. Et là, il faut jouer évidemment la synergie, une meilleure santé, une meilleure reproduction, des lactations longues, tout ce que vous pouvez imaginer. La deuxième, c'est de pratiquer des mises bas plus précoces. On a encore 60% du cheptel entre le laitier et l'allaitant qui a des mises bas à 3 ans. Or, rien physiologiquement n'empêche d'avoir des mises bas à 2 ans et ça ne nuit pas à la longévité. Si vous mettez bas à 2 ans, enfin si vos vaches mettent bas à 2 ans au lieu de 3, eh bien vous enlevez complètement une cohorte et vous induisez en gros une réduction de méthane de 10%. Et à nouveau, là, c'est plutôt du système d'élevage que de la génétique, mais les deux peuvent jouer en complémentarité. Il faudra sans doute un peu de génétique en particulier chez les allaitants, où c'est un peu plus compliqué qu'en laitier. Vous pouvez réduire le format. Un des grands animaux, ils mangent plus, donc ils font plus de méthane. Le format, en moyenne, on peut dire, il sert à rien, avis personnel. Tout le monde ne sera pas d'accord. Et puis je sais bien que les éleveurs, ils aiment bien les grandes vaches. Mais aussi bien pour le revenu, pour la conduite d'élevage, que pour le méthane, que pour l'efficience, etc., le format, en général, c'est pas très favorable. Et c'est vrai en laitier comme en allaitant. Et si vous réduisez le format de 100 kg en adulte, vous diminuez l'ingestion sur toute la période d'entretien des animaux, sur toute leur carrière, et vous gagnez environ 5% de méthane. Tout ça, c'est additif. Donc je vous propose déjà instantanément, comme ça, à condition qu'on y arrive, 25% de réduction. Ensuite, il y a l'approche directe. En admettant qu'on sache mesurer, donc sélectionner sur le méthane, on constate que c'est un caractère qui est modérément héritable. Pas énormément héritable, 15%, c'est pas beaucoup, mais c'est comme le score cellulaire, par exemple, ou c'est comme un certain nombre de caractères sont à ce niveau-là. C'est pas les conditions idéales, mais ça n'empêche pas de sélectionner.
Et il ne faut pas s'arrêter au niveau d'héritabilité qui est faible, parce que l'héritabilité, c'est un rapport de variance et c'est trompeur. Si vous prenez le rapport des écarts types, qui vous donne une petite idée de la variabilité, eh bien, c'est la racine de 15%, donc on est plutôt autour de... Un écart type génétique, c'est 40% de l'écart type phénotypique. Donc, je vous ai mis ici une distribution théorique pour des vaches qui produisent 500 grammes de méthane par jour. Eh bien, celles génétiquement qui en produisent le moins sont autour de 400 et celles qui en produisent le plus sont autour de 600. Vous avez une variabilité génétique qui est importante et qui vous permet de travailler en sélection. On utilise assez fréquemment dans les généticiens ce qu'on appelle le coefficient de variation génétique, qui est le rapport de l'écart type génétique sur la moyenne. Et donc, dans le cas présent, environ 70 grammes sur 500, ça fait 14%. À titre indicatif, en production laitière, l'écart type génétique est de 600 kg de lait pour 8000 kg de lait en moyenne, ce qui fait plutôt 7-8%. Vous voyez que la variabilité génétique du méthane est supérieure à celle de la production laitière, qui pourtant a été sélectionnée depuis toujours. Donc ne pas s'arrêter à l'héritabilité. L'héritabilité reflète plus la difficulté à sélectionner que la marge de progrès possible. Alors, par contre, maintenant, quand on veut entrer en pratique, la génétique, elle a besoin de phénotypes. Puis, vous connaissez la musique, beaucoup de phénotypes. Hein. Or, le méthane, il est difficile à mesurer à grande échelle. Le besoin, alors, quand on est passé en sélection génomique, une différence importante, c'est qu'on a quand même diminué le besoin en effectif, mais simplement d'un ordre de grandeur et pas de 2 ou de 3. Et donc, on a quand même à minima besoin de l'ordre de... C'est un chiffre en pâture, hein, il vaut ce qu'il vaut, mais c'est un ordre de grandeur de l'ordre de 10 000 animaux phénotypés par population et par an. Donc par race et par an en particulier. Donc 10 000, c'est au-delà des capacités de mesure, des outils précis qu'on a comme outil expérimental, par exemple, que sont par exemple les chambres respiratoires ou les dosages au gaz traceur SF6 ou les green feed. À chaque fois, je dirais, on peut faire entre quelques dizaines et quelques centaines de mesures par an. En s'associant avec d'autres, on pourrait peut-être arriver à 1000 ou 2000, mais on est quand même assez loin du compte, quoi. Donc, du coup, les mesures précises ne sont pas accessibles. Et donc, on va aller chercher des proxys. Un proxy, c'est une variable relativement facile à mesurer et qui est bien corrélée, enfin qui est corrélée, si possible bien, avec ce qu'on veut. Alors, il y a un système relativement récent qui a été proposé, qui est le sniffer. Le sniffer, c'est un doseur de méthane. C'était utilisé initialement dans les mines de charbon pour détecter le grisou. Et ça a été mis en place là, et c'est particulièrement bien installé au robot de traite, puisque la vache met son nez à côté du capteur 2, 3, 4 fois par jour pendant toute la lactation, et vous avez un nombre de mesures individuelles extrêmement important, et si on équipait tous les robots, on aurait une très grande population de mesures. C'est l'approche qui a été clairement prise au Danemark, en Hollande, et c'est l'approche qui va être développée également dans Méthane 2030 avec... Pour l'instant, les premiers sniffers sont sur l'UE du pain, mais dans Méthane 2030, il y a 50 élevages commerciaux qui vont être équipés. Si on veut une très large échelle, à ce moment-là, depuis un certain temps, nous, on a pensé, on n'est pas tout seul, hein, au spectre moyen infrarouge du lait. Les spectres moyen infrarouges sont disponibles à très grande échelle, hein, rien que si on se concentre sur les mesures individuelles dans le cadre du contrôle laitier, on a 15 à 20 millions de mesures par an qui aujourd'hui, depuis 10 ans, sont stockées en routine et mobilisables. Il y a des méthodes de standardisation pour qu'elles soient bien comparables. Et donc, c'est ce qu'on a utilisé dans le cadre du projet Métabride, financé par Apigène. Alors, l'idée, évidemment, est de mettre ça en place dans le cadre de la sélection génomique telle qu'elle existe actuellement dans la plupart des races bovines maintenant. Je vous en rappelle le concept de base. Vous constituez une population de référence. C'est des animaux assez nombreux qui disposent à la fois de phénotypes, donc ici de prédiction de méthane, et de génotypes, c'est-à-dire qu'ils ont été génotypés avec des puces à SNP. Donc on a mesuré 50 000 points, on a déterminé leur génotype à 50 000 points variables du génome. Et cet ensemble phénotype-génotype permet d'estimer des effets des polymorphismes, qui sont des effets statistiques, pas forcément des effets biologiques. Et ces effets statistiques, on peut les appliquer à des candidats à la sélection, donc des animaux qui sont juste nés, si on veut, sur lesquels on prélève
de l'ADN, on fait un génotypage, on récupère les 50 000 points du génome, on applique les effets et on a une prédiction de leur valeur génétique. Et quand la population de référence est grande et bien apparentée au candidat, ça marche extrêmement bien. Et donc ça, c'est en place depuis 2009, pour un assez grand nombre de caractères, 60-70 caractères approximativement. Alors, l'idée, c'est de rajouter des phénotypes supplémentaires à cette sélection génomique. Donc, Métabride, c'est un projet actuellement financé par Apigène. Dans un premier temps, on a établi des équations de prédiction moyenne infrarouge, c'est-à-dire on a constitué un jeu de données à partir d'un réseau de fermes incluant Le Pin et différentes fermes de chambres d'agriculture supervisées par IDEL. Et ça nous a permis d'obtenir un certain nombre de centaines, un petit millier de mesures assez précises de méthane sur 15 jours en moyenne, que l'on associe au spectre MIR, moyenne infrarouge du lait, dans la même période. Et ça nous permet de construire une équation qui, à partir d'un spectre MIR, nous donne une prédiction de méthane. Ça a été la première partie du travail. Et ensuite, on applique cette équation de prédiction au spectre infrarouge qui sont disponibles au contrôle laitier, où là, vous avez des dizaines de millions, centaines de millions de spectres disponibles. Et ça vous permet de faire des analyses génétiques, une évaluation génomique qui actuellement est au stade pilote, qui a été diffusée aux opérateurs de la sélection, qui ont donné leur accord, et c'est en cours de déploiement. Ça prend un petit peu de temps parce qu'il faut organiser le circuit d'approvisionnement de la base de données en prédiction MIR. Il faut aussi organiser la diffusion des index, la formation des gens, etc. Le déploiement officiel, il est attendu courant 2025. Alors ensuite, après ça, il faut intégrer le méthane dans les objectifs de sélection. Alors, le potentiel par réduction directe, il est, dans l'absolu, il pourrait être de 2 à 3% par an, si on ne sélectionnait que sur le méthane. Mais la sélection, ça ne marche pas comme ça. Le méthane, il va s'ajouter à un objectif de sélection, et la réponse sera d'autant plus favorable qu'on mettra plus de poids au méthane. Et ça, le poids qui va être mis, je suis incapable de vous le dire, ça ne dépend pas de moi, ça dépend des opérateurs de la sélection et des opérateurs économiques qui vont déterminer en grande partie la valeur du méthane. Le poids dans l'objectif, ça reflète l'importance économique d'un caractère. Et pour beaucoup de caractères, on fait une étude économique, on regarde ce qu'apporte en termes de bénéfices 1% de plus ou de moins sur un caractère, et on en déduit le poids dans l'objectif de sélection. Ici, pour le méthane, je ne sais pas comment ça va se passer. Ce qui est sûr, c'est que s'il n'y a aucune incitation financière pour l'éleveur, au final, il n'y aura pas de sélection sur le méthane et il n'y aura aucun progrès. Il faut un modèle économique qui peut être un modèle de taxe, qui peut être un modèle de subvention, qui peut être un modèle d'encouragement sur les prix, qui peut être ce que vous voulez, enfin, en évitant quand même des révolutions de fourche. Voilà. Mais il faut que le méthane ait une importance économique pour qu'on sélectionne dessus. Parce que la sélection est un investissement et on va investir sur ce qui rapporte. Si ça ne rapportera pas, il n'y aura pas de sélection dessus. On sélectionnera sur les autres caractères. Toujours est-il que dans nos scénarios à nous, avec un poids raisonnable, c'est-à-dire en gros 20% de l'objectif de sélection, ce qui est un poids très fort, eh bien on pourrait réduire le méthane de l'ordre de 1% par an, approximativement. Et l'effet, comme toujours en génétique, il est cumulatif, c'est-à-dire que 1% par an, au bout de 10 ans, ça fait 10%, au bout de 20 ans, ça fait 20%. Après, c'est difficile de projeter aussi loin, mais ce qui est sûr, c'est que c'est cumulatif. Chez les bovins allaitants, on n'a pas de spectre MIR, puisqu'il n'y a pas de lait. Enfin, il y a du lait, mais il n'y a pas d'analyse de contrôle laitier. Et donc, ce qui est clair, c'est déjà il faut privilégier les mesures indirectes, qui sont plus faciles à mettre en œuvre et sur lesquelles il y a beaucoup de marge de manœuvre. Et donc, pour moi, les deux principales cibles, c'est la précocité et c'est le format des animaux. Et là, je pense que tout le monde est d'accord, au niveau des filières, etc., qu'il faut améliorer la précocité. Sur le format, il y a plus de discussions, mais je pense que ça irait dans la bonne direction.
Et ça permettrait également d'améliorer aussi la précocité à peu près à coup sûr. Pour des approches indirectes, il y a des études de proxy qui sont également en cours dans le cadre de Méthane 2030, et en particulier la voie la plus attractive, c'est l'analyse proche infrarouge des fesses. Alors, c'est moins commode, hein, il faut aller faire des prélèvements et faire des analyses spécifiques, mais c'est quand même sans doute possible. Et en laitier comme en allaitant, évidemment, il y a beaucoup de connaissances maintenant sur le microbiote, et on pense qu'à l'avenir, des analyses directes du microbiote seraient également des bons proxys. En conclusion, la sélection, de mon point de vue, associée en plus à des changements de système d'élevage qui sont quand même assez forts, hein, offre des perspectives importantes. Par contre, ça va prendre du temps. Et par exemple, je peux vous dire déjà, là on est en 2024, il faut quand même à minima une génération de sélection pour observer quelque chose à la génération d'après. Donc d'ici 2030, la génétique n'apportera rien. Par contre, si on veut qu'elle apporte 1% par an entre 2030 et 2040, eh bien, il faut commencer maintenant. C'est maintenant qu'on sélectionne, par exemple, les taureaux qui vont réduire le méthane, qui vont être utilisés et qui vont donner des vaches en lactation dans 4-5 ans. Voilà. Et, il faut impérativement combiner les approches directes et indirectes pour maximiser l'impact. Et là, on peut obtenir plusieurs pourcents de réduction par an. Et c'est vraiment l'objectif de Méthane 2030 avec la production d'un index de synthèse méthane qui s'appelle déjà pour l'instant IMET. Je ne sais pas si c'est son nom définitif, mais l'objectif, c'est clairement ça, combiner précocité, longévité, format, mortalité, etc. et méthane direct. J'insiste vraiment sur le fait que ça ne sert à rien de mettre en place tous ces outils si on n'a pas en face une adaptation des outils économiques qui font que, d'une façon ou d'une autre, l'éleveur a intérêt à sélectionner contre le méthane. Et je vous remercie de votre attention.